Chers amis, vous avez fait un long chemin à la recherche d'un remède à vos maux. Vous avez tout sacrifié pour venir ici. En fin de compte, tout ce que vous avez trouvé, c'est plus de fange pour ramper. Mais, comme vous pouvez le constater, les régulateurs ont une relation fragile avec les citoyens. Vos heures sont comptées. Vous avez le choix entre mourir lentement devant les portes de la ville ou tenter votre unique chance de prendre ce qui vous est dû. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'analyse, l'interview cette fois-ci. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de deux invités de marque. C'est la première fois, il me semble, qu'on enregistre à distance, puisque nous sommes aujourd'hui avec le duo d'Exitium Film, anciennement, Exitium désormais, Jérôme qui joue le chroniqueur à gauche, et Logan qui joue le reporter à droite. Je suis également accompagné, comme d'habitude, de mon acolyte Gillian. Viens, on se check. Bonjour tout le monde. Et comme vous le voyez, nous avons l'honneur d'avoir la caméra de nos deux compères, mais nous ne sommes pas encore filmés, nous gardons le mystère jusqu'au bout. Comment ça va, les gars ? Pas nickel, hein. Pépère. Ça va. Fraîchement installé, je viens de finir un déménagement qui était très compliqué. Mais là, c'est bon, je suis bien installé avec ma compagne. On est confortablement installé, c'est très cool. Moi, c'est l'inverse, je vais commencer un déménagement bientôt. Ah oui. J'espère pas aussi compliqué. Sacrée logistique. Je suis content en tout cas que vous ayez accepté notre invitation et qu'on ait enfin pu se mettre en relation, parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on avait pensé à vous pour une interview et ça s'était pas fait avant. Et donc là, on va pouvoir revenir justement sur une partie de votre parcours sur YouTube, justement, et également traiter du sujet d'actualité, à savoir le retour des Chroniques du Chaos avec une saison 2. Vas-y, ça part de loin. Hein. Ça part de très très loin parce qu'avec Logan, on est meilleurs amis depuis très très longtemps. On se connaît depuis qu'on a 4-5 ans, quelque chose comme ça. Donc vraiment, notre amitié remonte à très longtemps. Et on avait commencé à faire des vidéos dès lors que Logan a eu son petit appareil compact. En fait, on a commencé à faire des conneries avec. On a commencé à expérimenter des trucs et on a développé en fait un intérêt particulier à la création de vidéos. Donc ça nous a fait nous intéresser à plein d'autres domaines qu'il y a ensuite autour, que ce soit le cadrage, le montage, l'écriture. On s'est ensuite respectivement spécialisé dans des études dans l'audiovisuel. Donc moi, à titre personnel, j'avais fait un bac+2 monteur truquiste à l'EMC. Et toi, Logan, tu avais fait le CLCF, qui a changé de nom d'ailleurs. Toujours le CLCF, mais ils ont changé. C'était Conservatoire libre du cinéma français. Et maintenant, c'est Conservatoire du cinéma et de la fiction ou un truc comme ça. Parce que c'est plus libre. Ils ont changé de nom. C'est libre, moins libre. C'est plus très libre. On va voir qu'ils ont gardé libre, mais ils sont plus français. Ils sont plus français non plus. Ils sont juste fictifs maintenant. Donc voilà. Et moi, je m'étais effectivement spécialisé dans la partie scénario, écriture. Voilà. Donc deux profils assez complémentaires finalement. Totalement. C'était un peu l'idée. Hein. On voulait vraiment rentrer dans l'industrie du cinéma. Mais en même temps, on était aussi tous les deux très fans de, par exemple, Corridor Digital, tu vois, à l'époque. Carrément, c'était vraiment nos idoles, un peu. Nous, on se disait que c'était un peu ce qu'on voulait faire, du Corridor, du Freddy Wong. C'était vraiment ce qu'on avait en tête. C'est en fait ce qui nous a un peu ouvert à la possibilité d'avoir du cinéma... d'action, de science-fiction et tout ça, mais à portée de la création YouTube, quoi. Et nous, c'était en tout cas c'était ce qu'on visait au début.
Qu'est-ce que c'est exactement, Corridor ? Alors Corridor, c'est une chaîne YouTube américaine. Alors c'est Corridor Digital, c'est vraiment, ils font des courts-métrages, des trucs avec plein de FX de fous furieux. Ils font beaucoup de trucs sur les jeux vidéo, sur du cinéma, d'action, des choses comme ça. Ils font vraiment plein de petits courts-métrages, ils ont fait plein de partenariats assez cool. Il y en a sûrement que vous avez dû voir passer. Il y en a une notamment qui a pas mal fait le buzz il y a quelques années, là, qui a été reprise partout. C'est avec l'espèce de robot là, qui se met à attaquer les mecs qui l'ont créé parce qu'ils lui foutent des coups de pied et tout ça. Ah oui, et ben en fait c'est eux qui avaient fait ça et les gens pensaient que c'était vrai d'ailleurs, sauf que c'était sur leur chaîne, c'était juste une vidéo normale quoi. Et donc effectivement non, c'était juste un truc en FX et ça montre vraiment leur maîtrise des effets spéciaux qui est assez ouf, et notamment aujourd'hui on les voit beaucoup passer sur les VFX artistes React, où ils parlent justement des effets spéciaux dans les derniers films, séries et tout ça. D'ailleurs pas forcément les plus récents, mais je vois un peu voilà. plus. Et donc c'est le même okay. gamme. D'accord. Voilà. Et donc ça fait un très long moment qu'ils sont là. Ça fait depuis quelques années qu'ils sont sur YouTube. Donc même à l'époque où nous on n'avait même pas encore pensé à YouTube, ils étaient là depuis le début. Donc je pense on peut parler depuis 2007-2008. Ils étaient déjà un peu dans le coin, je dirais. Ouais, ça remonte. Hein, c'est l'époque de Machinima et tout ça, quoi. Donc voilà, nous c'était un peu notre inspi. YouTube est arrivé un petit peu avant nous en Amérique, par rapport à, je crois qu'il y a 1 an de décalage, donc forcément ça a pris un petit peu plus tôt, là où le développement en France ça a commencé peut-être plus sur Dailymotion. Mais et du coup s'en est suivi la création de la chaîne Exitium Film. On a toujours été très intéressé par la fiction, le court-métrage, et on avait fait ça pendant très longtemps. Sauf qu'on s'est rendu compte que Dailymotion c'était mort, que YouTube en fait les gens s'intéressaient pas spécialement à la fiction, et qu'en fait si jamais on voulait partager un peu notre passion sur les réseaux, sur le web, en fait il fallait peut-être trouver un nouveau média, et en fait on a cessé temporairement de faire la fiction pour se concentrer en fait sur l'analyse des œuvres qui nous ont bercés, les œuvres qui nous ont passionnés, donc pas mal de jeux vidéo des années 2000-2010 et beaucoup de films des années 90-2000. Voire 80. Donc en fait, l'idée c'était de laisser de côté la fiction. Et au départ, on s'est dit, on ne refait pas de fiction, mais ça, vous y verrez, on a fini par y revenir. Au départ, on voulait pas forcément refaire de la fiction. On s'est dit, on va garder un format simple, quelque chose qu'on peut répliquer facilement, et on va tout simplement parler des sujets qui nous passionnent, et notamment dans l'univers du post-apo et du dystopique. Donc c'était très inspiré effectivement de ce qu'avait fait Corridor Digital sur le plan technique, aussi sur l'humour qu'avait la chaîne, sur aussi cette ambition en fait qu'ils avaient, Corridor Digital, d'essayer de pousser un peu le standard de la vidéo qu'il y avait sur le web. Je pense que ça nous a effectivement beaucoup inspiré. Il y avait également le Visiteur du Futur, donc qui a énormément inspiré l'esthétique de la chaîne, cette espèce de personnage loufoque dans un monde post-apo. On le retrouve complètement à travers le personnage du reporter et du chroniqueur. C'était également inspiré du travail de François Thorel, qui lui faisait des analyses filmiques, enfin qui fait toujours des analyses de films qui sont super pertinentes et intéressantes. Donc ça s'inspirait pas mal de ces nombreux autres vidéastes qui étaient présents sur YouTube. Et au bout d'un moment, avec Logan, on s'était dit vas-y, il faut faire notre propre truc, il y a trop de choses dont on a envie de parler. Et YouTube est un bon moyen en fait d'exprimer notre passion à travers les réseaux. Donc on avait commencé à faire ça, mais en fait très rapidement, je crois, au bout de 2 ou 3 épisodes, on est retombé dans la fiction. Et on a continué en fait à raconter l'histoire de ces 2 personnages et montrer leur univers post-apocalyptique dans lequel ils vivent. Et c'est actuellement donc la saison 2 qui est en train de diffuser, c'est la suite de cette histoire. Et d'ailleurs, pardon. Ouais, vas-y. J'allais juste dire, effectivement, en fait, j'y pense, mais même dès le premier épisode, en fait, on a mis de la fiction. C'est vrai qu'il y avait une petite partie fiction dans le premier épisode. Ouais. En fait, dès le début, on s'était dit, vas-y, on va quand même essayer de raconter une histoire, mais il faut que ce soit le moins cher possible, le truc qui prenne le moins de temps possible et tout ça. Donc, c'était vraiment le moins ambitieux possible. On s'était vraiment dit qu'on voulait mettre de la fiction, mais vraiment au moins possible. Mais je sais pas si effectivement, on n'en a pas parlé, mais le truc, c'est qu'on a quand même une période où la chaîne a existé bien avant, en 2011, 2012.
Et là, on faisait un peu de court-métrage, quoi. Et en fait, c'est un peu ça qui est revenu. Ça tombe bien parce que justement j'allais rebondir un peu là-dessus parce que on est allé voir avec Gillian un peu les tréfonds de la chaîne et on s'est rendu compte que oui, effectivement il y avait quelques vidéos, quelques courts-métrages très courts, des très courts-métrages qui prédataient le début des Chroniques du Chaos, et notamment il me semble, si je me souviens bien, que j'étais tombé lors de mes premières recherches sur le site Jungle Gym Fan. J'étais tombé sur des sites reliés à vos premiers courts-métrages, il me semble, avec un vieux logo Exitium. Ouais, tout à fait. Ouais, alors ça remonte pas mal, c'est parce qu'en fait on avait fait une petite vidéo un peu hommage à la bande dessinée américaine 68, qui là pour le coup c'est ce truc là avec les zombies pendant la guerre du Vietnam. Et effectivement à l'époque c'était vraiment juste, c'était censé être un peu plus gros que ça, hein. C'est vrai qu'on avait prévu un truc vachement plus fat. Mais ça s'est transformé en la vidéo qui est toujours dispo d'ailleurs. Mais il faut savoir qu'il y a une grosse partie quand même des vidéos qu'on avait fait à l'époque qui n'est plus accessible, hein, qui est en privé évidemment. Oui, on s'en doute effectivement. Mais il y avait Plus déjà, pertinente. il y avait déjà ce grain de folie en tout cas dans les courts-métrages qui sont apparus la première fois et qui reviendront un peu plus tard dans la partie scénarisée. Et du coup, on voit depuis le début quand même qu'il y a cet amour pour le post-apo, pour tous les deux, hein. Ça remonte depuis quand ça ? Pourquoi le post-apo plus précisément ? T'avais cité Le Visiteur du Futur qui avait un peu ce délire là aussi, mais ça remonte à peut-être plus loin que ça. Je sais pas si ça remonte à plus loin que ça, et je crois me souvenir assez précisément du moment où j'ai commencé à m'intéresser au post-apo. On était dans le RER, on allait en direction de Paris, et il y avait un vieux pote du lycée qui s'appelait Valentin, qui parlait justement d'aller à... je crois que c'était Paris Manga ou quelque chose comme ça. On allait à une convention, et lui disait, c'est trop bien, il y a les gars du Visiteur du Futur qui seront là-bas, et tout, on va pouvoir les voir. Je connaissais pas du tout à l'époque, et je les entendais avoir des délires avec le saut à caca et tout. Je me suis dit, c'est quoi la private joke, expliquez-moi. Et ils ont commencé à me raconter le truc du Visiteur du Futur. Donc comme quoi c'était un mec qui venait du futur post-apo pour aller faire chier un mec du présent. Et je me suis dit, ça a l'air rigolo. J'ai commencé à regarder, et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, c'est vraiment très drôle. Et là déjà, j'avais pas mal connecté avec le Visiteur du Futur. Mais ensuite, j'écoutais les podcasts que faisait French Nerd à l'époque, où ils parlaient un peu de leurs inspirations. Du coup, après, je pense qu'ils ont regardé tout ce qu'on connaît du post-apo. Ils avaient également regardé les 28 jours plus tard, les Mad Max et autres. Mais ils avaient une référence en particulier qui, je pense aussi, est prédominante aussi dans notre univers. C'est Fallout. Ils avaient parlé de Fallout New Vegas. Oui. Et je me suis dit, ok, si les gars qui ont fait le Visiteur du Futur, ils ont ce genre en référence, je vais essayer de me le trouver. Et j'ai pas trouvé le New Vegas, mais j'avais trouvé Fallout 3, et je pense que c'est à partir du moment où j'ai posé les mains sur Fallout 3 que j'ai vraiment développé, à titre personnel, un amour énorme pour le post-apo. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là. Cette première saison des Chroniques du Chaos qui ont débuté réellement la chaîne Exitium, donc c'était maintenant il y a environ 6 ans, avec justement un choix de sujets qui est très varié. Qui se limite pas forcément qu'à du post-apo, et c'est là où j'ai été surpris parce que j'ai découvert la chaîne personnellement il y a quelques années, mais un petit peu après la fin de la première saison, et c'est vrai que les vidéos de votre chaîne qui ressortaient le plus c'était des rétrospectives autour de sagas de films qui avaient souvent été adaptés en jeux vidéo à un moment ou à un autre, mais c'est vrai qu'au final qu'est-ce qui vous a mené justement vers des chroniques qui traitaient d'autant de médias différents, c'est-à-dire jeux vidéo, parfois même de la bande dessinée, des séries et des films tout simplement? Ça c'est intéressant parce que justement on en a pas mal parlé au début. On se disait que non, notre créneau c'est ça, c'est le post-apo, c'est le chaos, et on était un peu frileux à l'idée de se dire qu'on pourrait peut-être essayer autre chose. Parce que on s'est dit les gens ils viennent nous voir pour ça, et il faut qu'on leur donne ça. Mais le problème c'est que nous aussi on est consommateurs de cinéma, de jeux vidéo, de bouquins,
Ce qu'on aime, c'est pas forcément que du post-apo. On aime la SF, on a grandi dans les années 90-2000, on a vraiment des films qui nous ont beaucoup marqués, et on pense que c'est le cas de beaucoup de gens aussi. Et on s'est dit que, en fait, finalement, le format, c'était pas nécessairement le post-apo, c'était les gars qui vivent dans un univers post-apo qui parlent d'une culture qui a disparu. Et donc nous, ça nous permettait de parler de trucs qui nous passionnaient, parce que des fois, c'est vrai, au bout d'un moment, quand tu bouffes que du post-apo, tu peux faire une overdose, hein, à un moment donné, tu peux en avoir marre. Et puis, le truc, c'est que de la dystopie, y en a pas que dans le post-apo. Du coup, ouais, on s'est pas forcément limité. On s'est pas forcément limité au bout d'un moment en se disant, allez, vas-y, on s'en fout. On a envie d'en parler. Les gens ont l'air d'apprécier les mêmes œuvres que nous. Donc, pourquoi se limiter, quoi, finalement? Oui, et est-ce que l'idée, c'était aussi justement de faire découvrir des œuvres un peu moins connues? Alors, c'est vrai que vous avez aussi fait récemment des chroniques peut-être un petit peu plus courtes sur, là, pour le coup, des œuvres méconnues. Notamment, je pense à votre super vidéo sur I have no mouth, but I must scream. Ouais. Ça, ouais. Et il y a eu aussi la vidéo sur Apocalypse 2024, qui est quand même pas un film très connu. Donc l'idée, c'est aussi en parallèle des vidéos qui traitent des sujets vraiment connus. Comme je disais, c'est les vidéos qui vont être le mieux référencées. L'idée aussi, c'est de faire découvrir des nouvelles œuvres qui seraient peut-être un peu moins connues et de farfouiller justement dans la culture autour du post-apo. Totalement. Enfin, je vais laisser un peu Jérôme parler, mais c'est exactement l'idée. Hein. Ouais, complètement. Et on essaie aussi en vidéo, c'est de se dire, si jamais il y a une œuvre qui est connue, l'occasion, c'est aussi de peut-être faire connaître une œuvre qui l'est moins, ou alors raconter un peu la grande histoire qu'il y a derrière la petite. Parce que parfois, il y a des histoires qu'on ne soupçonne pas aussi derrière des films qui peuvent avoir eu une influence énorme sur notre culture, alors que des fois, on s'en rend pas compte. Tu vois, tu mentionnais par exemple Apocalypse 2024, c'est sorti avant Mad Max, et même George Miller avait admis s'être inspiré de ce film pour faire Mad Max 2. Donc ce film-là n'est pas spécialement connu du grand public, en France en tout cas, et pourtant il a eu une influence majeure dans le monde post-apo. Ça, ou alors un autre auquel je repensais d'ailleurs ce matin, c'est Salute of the Jugger, un film complètement oublié, qui je crois n'existe même pas vraiment dans une version cinéma, il n'y a que des enregistrements de cassettes aujourd'hui, et pourtant ce film-là, il a créé un véritable sport international, dont les gens qui pratiquent le sport n'étaient même pas au courant qu'il y avait un film à la base, ou alors qu'ils l'ont même pas vu, quoi. Je veux dire, il y a des histoires des fois tellement incroyables derrière des œuvres qu'on soupçonne pas. On se dit, si on a la chance d'avoir un peu de visibilité sur le net, l'idée c'est de profiter de cette occasion pour faire découvrir des œuvres qui le sont peut-être un peu oubliées, quoi. Oui, ça, Totalement. C'est complètement fou, effectivement, de découvrir parfois des histoires liées pourtant à des œuvres très connues. Vous avez parlé par exemple récemment des différentes versions de Je suis une légende. Aujourd'hui, tout le monde connaît vaguement l'histoire derrière, en tout cas le film avec Will Smith, mais je pense que la plupart des spectateurs se doutaient pas forcément de son origine et de toutes les adaptations. Enfin, personnellement, je les connaissais pas toutes non plus, alors que c'est un sujet qui m'a également passionné. J'ai également découvert un fait intéressant, vous en aviez parlé un petit peu plus tôt, c'est concernant la scénarisation des Chroniques du Chaos. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir assez rapidement au bout de quelques épisodes sur de la fiction pure? Alors il me semble que vous disiez que c'était le 4e épisode qui avait relancé ça. Ouais, c'était le 4e ou le 3e, c'était celui sur BioShock, je pense, qui avait relancé ça. Et ça s'est un peu fait sur un hasard. C'est le 3e épisode était sur BioShock. Attends, je sais plus. On a fait. Ça remonte à tellement longtemps. Attends, Métro, Livre d'Eli, non, c'est le 4e. BioShock. Parce que il y a eu le siège de Sarajevo. Sarajevo, tout à fait, Sarajevo. On a une anti-sèche. Bien joué. Et effectivement, après BioShock, ouais. Mais il y avait déjà un tout petit peu de fiction, même déjà dans Sarajevo à la toute fin. Il y avait un tout petit peu de fiction, mais c'était de la fiction, genre, ouais, je me coupe la barbe, j'arrive dans l'appart, quoi. Mais c'était quand même
très limité. Par contre, sur BioShock, je considère que c'est réellement là que la fiction a repris parce qu'on s'est dit, on va vraiment faire une mise en scène scénarisée. Le reporter est présent. Pour moi, là, le moment où le reporter arrive et où on est tous les deux dans un univers qui sort du cadre de l'appartement où il commence à se passer quelque chose, pour moi, c'est vraiment le début de la fiction. Et sur l'épisode de BioShock, on a eu la chance d'avoir un décor qui ressemble un peu aux ambiances de Rapture avec cette espèce de sous-marin décoré façon Art déco. Parce que à l'époque, j'étais freelance et j'avais travaillé avec une boîte qui proposait des salles d'escape game. Et on avait passé un petit deal où en gros, je leur faisais des vidéos et en échange, elles nous permettaient de faire une mise en scène dans une de leurs salles. C'est un deal d'ailleurs qu'on passera souvent avec d'autres escape games au fil des chroniques. Ça arrivera très souvent. D'ailleurs, la dernière vidéo qu'on a sortie là sur Doctor Who avec le Dropper, on l'a également fait dans un escape game. Et c'est des deals qu'on fait régulièrement avec ces industries pour en fait avoir des jolis décors pour pas trop cher et puis en même temps avoir des beaux lieux qui correspondent un peu à ce qu'on fait. Et à la base, c'était censé être exceptionnel. Mais comme on avait repris goût en fait à la mise en scène, à la fiction, je pense qu'après on s'est dit ça sera bizarre de pas remettre de la mise en scène pour les épisodes suivants. Et en fait, on a continué comme ça et l'histoire s'est construite de plus en plus. La fiction a fini par revenir et après on s'est dit on peut plus baisser notre standard. Si c'est les chroniques, il faut qu'il y ait une vraie histoire et on peut pas faire moins bien que l'épisode précédent, quoi. Ouais, et puis même il y a un... Pardon. Je disais juste... Et puis après, faut pas que ça donne le sentiment que on se forçait parce qu'on l'avait fait avant. C'est plus que on se rendait compte que qu'on aimait beaucoup faire ça, en fait. On aimait beaucoup faire ça, et même si c'était beaucoup de galères, à chaque fois on se disait non, ça on fait plus jamais. Bon, voilà. Et il se trouve que de toute façon on le fait. Et on prend notre pied, hein. Franchement, les tournages, là je repense beaucoup, moi, toujours à la saison 2. Les tournages de la saison 2, c'était incroyable. C'est un moment, c'était inoubliable. Hein. Donc, Et comment vous est venue la répartition des rôles ? C'était un truc très clair dès le début, ou ensuite c'était un peu pareil en termes d'improvisation, les rôles sont construits de cette manière Alors, quand on parle des rôles, c'est les rôles, les postes sur le tournage ou les rôles des personnages dans la surtout fiction ? les personnages, le chroniqueur et le reporter. Pourquoi dans cet ordre-là et pas dans l'autre ? Pourquoi cette répartition pour tous les deux ? C'est un truc... À la base, en fait, le truc, c'était que moi, j'avais pas de caméra. Donc déjà, je pourrais pas apparaître en vidéo. Donc, à la base, au début, j'étais en petit dessin. Par contre, j'avais investi dans un micro et on s'est dit, bon, voilà, ça le fait bien. On se dit, du coup, comme Jérôme va passer en face cam, ça fait vraiment le chroniqueur, quoi, c'est celui qui va raconter et tout ça. Et puis, comme moi, je n'apparais pas en vidéo, on peut s'imaginer que le personnage du reporter, il va dans les endroits, dans la fiction dont on va parler. Et c'était un peu comme ça qu'on l'imaginait au début. C'était d'avoir vraiment le reporter qui est sur place. Et c'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Il ne contactait le chroniqueur que par radio. Et du coup, on avait du coup, le reporter qui est sur le terrain et le chroniqueur qui est dans la tour radio. Et c'est vraiment fait ça s'est construit. Grâce à des contraintes, entre guillemets. C'est pour ça que les rôles ont... C'est toujours ça. Ouais. C'est quasi toujours ça. Et Mais d'ailleurs... ouais. Je disais, j'imagine ça a dû être un petit peu la même chose pour construire la totalité de la saison 1 avec justement ces personnages d'antagonistes comme Crésus qui apparaissent avec le valet de cœur et MacLeod. Alors il me semble que MacLeod, vous le connaissez depuis très longtemps, mais ça a quand même été... Là aussi, cette construction scénaristique s'est faite en fonction des contraintes de vos tournages, sachant que, comme vous le disiez il y a 2 minutes, l'idée c'était quand même de rajouter une partie fiction qui vous plaise à la mesure des moyens disponibles, quoi. Ouais. En fait, dans le sens où il n'y a pas forcément des contraintes sur leur réécriture, mais il y a des contraintes sur le fait que on n'a pas d'argent, donc ce sont nos potes en fait. C'est surtout ça. Mais je te laisse raconter un peu pourquoi est-ce que ces personnages sont arrivés dans le truc. Je vais juste me chercher un café, je vous entends. Yes. Alors, j'aimerais parler un peu de l'entrée de MacLeod dans la fiction.
Parce que c'est vrai que c'est un personnage que les gens ont un peu tendance à oublier. Je pense que maintenant, les gens qui connaissent un peu l'histoire des Chroniques du Chaos s'intéressent pas mal à justement qui sont les protagonistes, et MacLeod en fait partie. À la toute base, c'est parce qu'on faisait une longue série de jeux de rôle sur Mad Max. C'est un jeu de rôle qu'on avait fait avec des amis pendant 3 ans. Ça s'est tenu pendant très longtemps. Tous les mois, on faisait une partie de jeu de rôle. Et à un moment, donc notre ami Clément, avec qui on avait d'ailleurs fait de la vidéo, il avait déjà joué dans nos vidéos, il avait pris un personnage. Il avait créé cette espèce de mec complètement loufoque, écossais et tout. Et faut savoir que c'est que notre pote Clément, donc qui interprète MacLeod, c'est déjà un personnage. C'est déjà un personnage, il a déjà une aura, il a déjà un ton, il a déjà un tempérament. Et il est un peu, tu le vois dans la vie de tous les jours, ça a l'air d'être quelqu'un de complètement normal et carré, mais en fait, dès que tu commences à le côtoyer un peu, tu te dis, mais il est complètement barge, en fait, ce gars. Comment ça lui est venu une idée pareille? Et des fois, il a des idées genre complètement loufoques. C'est le mec, du jour au lendemain, il peut te dire, tiens, regarde, j'ai créé une baliste avec un élastique de sport dans mon garage. Genre, c'est complètement... Le mec est un personnage, quoi. Et du coup, il n'y avait pas forcément le besoin de faire un personnage. On s'est juste dit, on aimerait tellement que Clément apparaisse en vidéo, et le meilleur truc qu'il puisse faire, c'est simplement presque s'incarner lui-même à travers ce personnage donc, qu'il avait en jeu de rôle. D'ailleurs, un autre personnage qui est également issu du jeu de rôle, c'est celui du Valet de Cœur, qui est un peu plus tertiaire, on va dire, dans l'histoire des Chroniques du Chaos, mais qui était également un personnage qui venait du jeu de rôle. Par contre, on avait effectivement un besoin d'un antagoniste qui s'appelait Crésus, et j'avais commencé à caster des hommes, des femmes, parce que c'était pas non plus clair si on voulait un homme ou une femme. On procède souvent comme ça d'ailleurs, on écrit un rôle, mais on le genre pas spécialement, on lui donne pas forcément un visage, et puis on caste les gens en fonction. Donc Crésus, j'avais casté des amis qui étaient comédiens et comédiennes, et au final, à un moment je me suis dit, mais il y a un gars aussi qui serait super bon dans ce rôle-là. On avait donc appelé un gars qui s'appelle Thomas Reneux. D'ailleurs, si vous le cherchez, je crois que vous pouvez le trouver parce qu'il a été Game Master pour des jeux en live action. Il a vraiment masterisé des jeux avec Squeezie, Natu, McFly et Carlito. Il a fait vraiment des jeux sur YouTube. Et pareil, c'est un gars, c'est un personnage déjà en soi, Thomas. C'est déjà un personnage. Et lorsqu'il est à moitié en impro, c'est juste magique. Genre vraiment, c'est incroyable. Du coup, il a fait un antagoniste parfait pour Crésus dans la saison 1. Mais je m'en badigeonne les tétons avec de la rillette, moi, de vos explications. Moi, je veux du résultat. Hein? Et puis j'ai l'impression, depuis que vous êtes comme ça, là, que vous n'êtes plus efficace. Hein? Bon. C'est quoi que je dis? Et on a des tournages qui se font assez fluidement, c'est-à-dire qu'on a une base pour le scénario, mais on est quand même très ouvert à l'interprétation que les gens peuvent faire de la scène, ou aux propositions qu'ils peuvent faire pour agrémenter celle-ci. Et ça arrive souvent que les gens se disent « Eh mais attends, j'ai une idée, est-ce que mon personnage pourrait pas faire ça ?» Et on dit « Bah vas-y, teste !» Et puis en fait, ça marche trop bien, c'est trop drôle, et du coup on l'intègre dans l'histoire, et ça se faisait beaucoup pendant la première saison des Chroniques du Chaos. Donc ouais, comme disait Logan tout à l'heure, on n'était pas devenu prisonnier de la fiction, en fait, c'était juste quelque chose qu'on savait faire et qui était revenu naturellement dans ce qu'on voulait raconter, en fait. Donc certes, ça sort un peu du cadre de l'analyse, et ça marche un peu moins bien sur YouTube, de toute façon, on le voit dans les stats, mais c'est juste quelque chose qu'on aime faire, et on le fait vraiment de bon cœur, quoi. Et justement, j'avais une question concernant cet aspect de web-série fiction pure, parce que vous avez parlé d'inspiration telle que Le Visiteur du Futur, et je sais que quand on a interviewé Anthony, qui avait aussi été inspiré par la web-série du début de l'ère de YouTube, c'était des web-séries qui fonctionnaient en tant que telles, c'est-à-dire uniquement sur une partie fiction, et c'est un format qui a progressivement disparu vers un format hybride justement chronique et de fiction. Ouais, du coup j'étais en train de penser que ça faisait chronique fiction comme la chaîne YouTube. Et donc qu'est-ce que vous pensez justement de ce format qui a disparu de web-série pure et de la réappropriation de la fiction avec ce format hybride que finalement vous avez intégré au début malgré vous, puis après en saison 2 de façon totalement
totalement assumé, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais... Alors, aussi, si, pour le coup, c'est très clair. Juste, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, même la chronique fiction, c'est pas non plus. Ça n'a pas non plus la cote. Hein. On est pas mal en contact, notamment avec Nexus 6, qui, pour le coup, ils sont pas mal en termes de chronique fiction, ils pèsent pas mal. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, un peu comme tous ceux qui font de la chronique fiction, c'est pas facile. Ça coûte cher et ça ne rapporte pas, en fait, la chronique fiction. Le fait est que les gens sur YouTube, en majorité, skippent les parties fiction. Et on peut pas les blâmer. Hein. Les gens viennent souvent là pour de la... pour de l'analyse, du podcast, pour de la discussion, pour un format qui va être peut-être plus simple, plus accessible. La fiction, elle demande un certain engagement, tu vois, que les gens n'ont pas forcément quand ils sont sur YouTube. Cet engagement, ils vont le chercher quand ils vont jouer à un jeu vidéo ou quand ils vont se lancer un film dans leur canapé, tu vois. Sur YouTube, on est dans un entre-deux, là, où on tient un peu les gens en otage avec de la fiction. De la chronique fiction. C'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'on le met à la fin, mais du coup, on le voit, hein, les gens skippent cette partie, tu vois. Même au début, si on le mettait au début, les gens skippent au début. Mais tu vois, j'en ai pas parlé avec le capitaine, là, mais je suis sûr que si je lui demande, il doit avoir des trous dans sa vidéo où les gens skippent la partie fiction. C'est sûr. Alors que leur partie fiction, elle coûte clairement plus cher que les nôtres. Hein. Oui, mais pour les mêmes raisons que nous, ils continuent parce que c'est quelque chose qu'ils aiment faire. Et inévitablement, aujourd'hui, ils s'exportent. Ils sortent de YouTube. Ils vont créer de la fiction sur d'autres choses que YouTube. Et à terme, forcément qu'on le fera aussi. Mais ça n'empêche que pour l'instant, c'est notre plateforme YouTube. C'est là où on aime créer. Donc, pour l'instant, on continue de créer de la fiction. On essaye de le faire de manière à ne pas se ruiner non plus en le faisant. C'est aussi les joies du post-apo. C'est, comme vous le savez, c'est la science-fiction du pauvre. Donc, on continuera à le faire comme ça. Mais c'est très compliqué. Ouais, aujourd'hui, le maître étalon du genre, c'est un peu le joueur du grenier qui a réussi à... Enfin, eux, ils sont établis depuis très longtemps, mais ils ont réussi à trouver une sorte de système. Ils ont carrément créé une boîte. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un de vos objectifs aussi de pouvoir monter vraiment une boîte avec des gens, des employés qui bossent pour vous et avec vous sur des parties fiction, sur de l'organisation, sur de la prod? Alors c'est en train d'être le cas parce que ce qu'on a fait sur la deuxième saison, on n'avait pas encore la structure de l'entreprise qu'on a aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer forcément dans le côté paperasse, mais en gros on n'avait pas encore la structure qu'on a aujourd'hui. Là maintenant on se sent un peu plus sécurisé à l'idée d'embaucher des gens, de prendre du matos. Il n'y a pas de gens qui sont embauchés à temps plein vraiment sur Exitium, c'est juste... ponctuellement. Par exemple, lorsqu'on avait fait la saison 2, on avait quand même fait un appel à la donation, on avait eu de l'argent avec les sponsors, on avait gagné de l'argent avec les droits d'auteur qu'on touchait par la SCAM et grâce aux revenus YouTube. Je le mets quand même en dernier parce que ça rapporte pas ça rapporte pas de fou ce qu'on gagne sur YouTube. Mais avec tout cet argent, on a pu payer les personnes qui travaillaient sur la fiction parce que tu peux avoir des bénévoles qui travaillent avec toi temporairement, mais si tu veux les entraîner sur un projet de long métrage ou alors une longue série, une longue web-série comme ça, c'est très compliqué de garder les gens intéressés sur un projet. Donc on a réussi à payer les gens qui travaillent avec nous. On ne se rémunère pas encore avec la chaîne, donc on n'a pas encore la force la force créative qu'a le JDG, qui pour moi est également... une référence, hein. J'adorerais qu'on ait le même système que JDG et se dire on a vraiment une boîte de prod avec des gens qui bossent à temps plein, qui cadrent, qui font les montages, qui font également les montages du contenu secondaire, qui viennent prendre le son sur les tournages, qui nous aident à mettre en place la lumière et tout. J'aimerais beaucoup qu'on ait ça, mais pour l'instant ça reste encore beaucoup à la débrouille et en vrai ça nous va, hein. Ça évoluera comme ça doit évoluer, mais pour l'instant on arrive à payer les gens qui travaillent avec nous et là la prochaine étape, c'est d'essayer de vivre de ce qu'on fait sur YouTube. Ouais, mais c'est pas encore gagné. Hein. Il y a quand même beaucoup de
il y avait beaucoup de boulot, et puis surtout, il faut pas oublier qu'on est deux, hein, généralement, sortir 2 salaires, c'est pas évident. Mais je sais pas si à terme la structure JDG, comme JDG il a, ce serait l'idéal pour nous non plus, parce que finalement, je suis pas sûr que ce sont ces vidéos qui lui rapportent le plus. Je pense pas, en fait, je pense que c'est tout ce qu'il fait à côté. Et nous, c'est un peu ça qu'on essaye de mettre en place là actuellement, c'est d'avoir des sources de revenus secondaires qui vont nous permettre de stabiliser, quoi, d'avoir quelque chose qui nous permette de vivre. Parce que concrètement, je pense que pour ce qui est investi dans un JDG, le retour ne doit pas être bien fou. Je suis même pas sûr qu'il rentre dans ses frais. Ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup, ça marche aussi beaucoup par le placement de produits qui vient beaucoup amortir. C'est ça, ouais. C'est quelque chose qui n'existait pas encore il y a quelques années, hein, mais et c'est vrai que je pense qu'avec une audience comme le joueur du grenier, c'est des choses qui doivent aider leur structure. Hein. Bah, totalement. Disons que avant tu prenais le YouTube d'il y a 10 ans, quelqu'un comme joueur du grenier, il n'avait pas besoin d'intégration commerciale pour fonctionner, juste il fait beaucoup de vues, il gagne beaucoup d'argent, ça se contentait de ça. Là maintenant aujourd'hui c'est vraiment si tu as des placements commerciaux, c'est vraiment si tu as des intégrations commerciales, les sponsors qui te suivent, que tu vas justement avoir cette force. Donc en soi, c'est pas les revenus YouTube qui font vivre le JDG, c'est vraiment... je pense, j'aimerais beaucoup qu'on ait cette discussion avec lui, mais je pense que c'est surtout ses sponsors, c'est surtout aussi comment il a réussi Twitch, à diversifier sa société, comment est-ce qu'il a réussi à optimiser sa compagnie, et en vrai, c'est un très bon gestionnaire, je pense, Frédéric. Mais on n'a pas encore ce niveau-là. Mais peut-être que si ça continue d'évoluer, on pourra faire ce qu'on veut sur YouTube, peut-être qu'on arrivera à vivre de ça. Et l'idéal, ce serait même que si ça continue d'évoluer, et qu'Exitium devient vraiment une boîte de prod bien implantée, qu'on arrive à faire aussi des projets qui nous tiennent vraiment à cœur à côté. Donc en dehors du cadre purement YouTube. Ouais, c'est ça, pourquoi pas. Vous avez des envies de long métrage, de séries, autres peut-être? Ouais, totalement. On en parlait ce matin, justement. Ouais. On en parlait ce matin. On a des envies de long métrage. Pas forcément dans notre univers, mais on a des envies de long métrage en ce moment. Ouais. Okay. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Super. On va revenir un petit peu en arrière parce que vous parliez effectivement d'une saison 1 des Chroniques du Chaos qui a été un petit peu difficile à mettre en place. Je crois que le contexte sanitaire n'a pas aidé également, mais la saison 1 s'est terminée en début 2021 avec l'épisode sur Apocalypse Now, et ensuite vous avez lancé un nouveau, alors je crois que vous avez, pour être plus précis, vous avez lancé plusieurs nouveaux formats, mais c'est vrai que l'un des formats phares de la chaîne, c'est Chrono Chaos, donc qui va être un format plus de chronique rétrospective justement sur des sagas complètes, que ce soit du jeu vidéo, du film, Robocop, Conan, etc. Mais je crois que lorsque vous avez lancé Chrono Chaos, l'idée de la saison 2 des Chroniques du Chaos était déjà dans les tiroirs, et vous étiez déjà en train de développer ça. Mais concernant la partie chronique, quel était le processus créatif, et également le temps que ça peut demander une vidéo aussi complète de parfois quasiment 1 heure sur un retour de saga. C'est quand même un travail assez colossal, quoi. Ouais, je voudrais juste préciser, c'est long. C'est qu'en fait, on a techniquement que 2 formats sur la chaîne. La chronique, qui est donc il y a la fiction, généralement, dans les chroniques, et on a le Chrono Chaos, qui était censé être le format, et je mets avec des guillemets majuscules, court. Normalement, c'était censé être un autre format plus court, les Chrono Chaos, et puis après, on a commencé à sortir des vidéos de Deus Ex qui duraient 1h40, c'est plus possible, c'est n'importe quoi. Mais en fait, disons, il y a juste le format où là, il n'y a pas forcément de fiction, et encore une fois, c'est pas une vérité absolue, parce que même la vidéo qu'on a fait dernièrement avec les Troppers, il y a également de la fiction dedans. Donc c'est juste ce qu'on fait dans le chrono est considéré comme quelque chose qui ne s'inscrit pas dans le fil conducteur de l'histoire du reporter et du chroniqueur. C'est quelque chose qu'on peut regarder à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, il me semble, Thierry, que tu avais également participé à une de nos fictions. Oui.
sur justement Salute of the Jugger. Oui, c'est ça, mais je voulais revenir un petit peu plus tard dessus. C'est pour ça. Ouais, mais en tout cas, le chrono s'inscrit pas forcément dans l'histoire globale. Enfin, c'est du spin-off qu'on peut regarder un peu à n'importe quel moment. Mais ouais, la deuxième saison des Chroniques du Chaos, elle a pris, je pense... je sais même pas si on peut vraiment considérer qu'elle est terminée, puisqu'on est en train de continuer de l'étalonner, de faire le sound design au fur et à mesure que les épisodes sortent. Mais Et l'analyse. Ouais, voilà, et aussi qu'on écrit les analyses. C'est vrai. Parce que c'est vraiment deux travails différents, en fait, entre écrire l'analyse qui va faire vraiment tout le corps de la vidéo, ce pourquoi les gens vont se déplacer, et faire la partie fiction que les gens vont voir à la fin. C'est vraiment deux travails différents. L'un, c'est vraiment un travail de, si je peux dire, metteur en scène classique, comme on a dans la vidéo et le cinéma. Donc, c'est vraiment travailler avec des acteurs, travailler d'après un script, travailler avec un sondier, tout ça. Donc, en dehors du contexte de juste analyser ou donner son ressenti sur un film face à une caméra, c'est vraiment mettre en scène une fiction, quoi. Et l'autre, après, c'est de l'analyse, où là, vraiment, on fait un travail qui est un peu plus scolaire, c'est pas le mot, mais vraiment un travail de recherche, où on veut essayer de décortiquer une œuvre qui nous intéresse, trouver des références avec lesquelles on veut faire des parallèles, et faire des transpositions avec des phénomènes de société qui peuvent nous toucher. Mais, et qui vont faire écho à la fiction qu'on a aussi mis en place avant. Et qui vont faire écho à la fiction. Mais je pense que créer, ne serait-ce que la partie fiction de la saison 2, ça a dû être le travail de 2 années. Mais 2 années, encore une fois, sur du temps libre. Parce que Logan et moi, à ce moment-là, on était tous les deux dans des emplois qui nous prenaient vraiment notre temps comme peut le prendre le 35 heures ou le 50 heures par semaine moyennement justifié de quelqu'un. Mais on faisait ça vraiment sur les soirs lorsqu'on arrivait, ou les week-ends quand on avait du temps pour travailler. On avait écrit donc une partie fiction qu'on a écrit à notre rythme, et on s'est dit, quand on est confiant pour la partie fiction, là on développe le truc, et puis on a commencé à démarcher une boîte de prod avec qui on allait bosser, on a fait les castings, et on s'était donné une date qu'on avait un peu projetée pour commencer à publier la fiction. Enfin, pour commencer à publier la 2e saison des Chroniques. Mais ouais, je pense qu'entre le moment où on a écrit le scénario et le moment où le premier épisode de la 2e saison des Chroniques est sorti, il a dû se passer 2 ans, ouais. Même plus, en vrai. Parce que l'écriture, je crois qu'on l'a commencé en 2021-2022. Ah ouais ? Ouais. Et puis, en tout cas, toutes les premières recherches et tout ça, les premières ébauches et tout ça, c'était vraiment... on avait commencé déjà à l'évoquer dès la sortie de la saison 1. Mais c'est vrai que la partie qui a le plus traîné, c'est probablement le scénario. Ouais. Parce qu'il fallait quand même continuer de sortir des vidéos à côté, donc les Chrono Chaos. Et la saison 2, c'était en latent, en plus des chronos et de nos boulots respectifs et de nos hobbies respectifs, etc. Donc c'était vraiment un long boulot. Il y a eu pas mal de versions de scénarios. En vrai, quoique pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Ouais, c'est beaucoup de versions, mais c'est surtout avec des petits correctifs, comme par exemple, on se rend compte que telle phrase n'est pas cohérente avec ce qui se passe 36 pages plus tôt. Mais il faut imaginer que c'est... Ouais. Mais en fait, il faut imaginer surtout que c'est beaucoup de... c'est un boulot de long métrage, en fait. C'est un long métrage autoproduit, parce qu'au bout du compte, on arrive à 1h30 de fiction. Donc ça va être l'écriture, la prod, les tournages, le montage, le sound design, l'étalonnage, etc., quoi. Et à côté de ça, donc les parties analyse qui prennent elles-mêmes beaucoup de temps aussi, quoi. C'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de temps d'analyse, c'est de trouver un axe qui soit intéressant, qui fasse écho à ce qu'on raconte aussi en fiction éventuellement, et puis de trouver quelque chose à dire qui n'ait pas déjà été dit en plus sur l'œuvre, quoi. Donc pas évident, prend beaucoup de temps, je ne recommande pas. Oui, c'est clair que ça doit être assez chaud de jongler sur toutes ces parties. Et moi, surtout, ce qui m'impressionne vraiment, c'est la régularité que vous avez tenue depuis cette période-là. Sachant qu'effectivement, les formats de Chrono Chaos, comme je le disais plus tôt, c'est des formats qui ont super bien fonctionné, qui ont permis également de faire éclore un plus large public d'un côté votre chaîne,
mais aussi ces œuvres méconnues proches de ces grosses licences, tout en gardant justement cette régularité suffisante pour travailler sur la suite des Chroniques du Chaos qui... moi je pense que c'est quelque chose qui est important à dire, qui a quand même sa communauté, même si la première partie fiction a peut-être un petit peu moins fonctionné, on peut le voir ne serait-ce qu'au niveau des vues, mais vous c'est vraiment un travail déjà de passion, mais c'est aussi des vidéos qui fédèrent plus qu'un travail d'analyse avec moins de personnalité en quelque sorte, c'est-à-dire que la création d'univers, ça a fédéré toujours un petit peu plus, et vous parliez de Nexus 6 tout à l'heure, mais c'est pas pour rien qu'ils aient réussi à financer un crowdfunding pour un long métrage, quoi. Ça reste lié à une grosse niche de passionnés, alors que je parle grosse niche, mais c'est plus ou moins vrai en fonction du public visé et du public acquis. Mais c'est vrai que à ce niveau-là, c'est quand même très très impressionnant ce que vous avez réussi à faire, parce que je pense que les sujets plus généralistes ont permis d'amener des spectateurs vers votre entre guillemets la niche fiction. Et vous parliez tout à l'heure des parties fiction qui sont skippées. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde, et qu'il y en a qui sont très contents aussi de voir à chaque fois des morceaux supplémentaires de la fiction. Justement, c'est une question un peu curiosité, je me demandais, est-ce que vous pensez, une fois la saison 2 terminée, ressortir une cut avec toute la partie fiction en une vidéo? Ouais. Yes. Ouais, il y en aura une, mais je suis pas sûr qu'elle sortira en premier sur YouTube. En fait, tout ça, c'est en préparation, c'est en discussion, parce que c'est moi qui me suis occupé du montage de la partie fiction, et je l'ai vraiment monté comme un long métrage d'un bloc, quoi. Et ça marche en tant que film. Enfin, quand je dis ça marche en tant que film, c'est pas comparable à quelque chose qui va sortir au cinéma. C'est pas non plus une production énorme. On a fait ça avec genre 1000 euros. 0,05% de ce qu'est une production de cinéma normal. Genre, c'est ridicule le budget avec lequel on a fait ça. Mais il y a quand même une histoire qui se tient de A à Z. C'est quand même assez... Enfin, je trouve que c'est bien rythmé. En tout cas, je suis très content de ce qu'on a fait. Je suis vraiment très fier de ce qu'on a fait sur la fiction. Mais là, en l'état tel qu'elle va sortir sur YouTube, ça reste pas très adapté pour les spectateurs, parce que c'est quelque chose d'un peu bâtard. Ça n'a pas vraiment de connexion avec l'analyse qu'on en fait. C'est juste, on poursuit en fait l'aventure des personnages, et il y a quelque chose de très décorrélé en fait de l'analyse qui est faite. C'est vrai que ça se tiendrait plus en un bloc, mais on est en train de voir si ça pourrait pas, dans un premier temps, exister dans une salle de cinéma. Donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être changer les normes d'étalonnage, peut-être changer améliorer un tout petit peu le sound design, parce qu'on est en train de travailler aussi avec des musiciens et sound designers pour vraiment essayer d'améliorer le son et d'avoir quelque chose qui est vraiment très très beau à l'oreille. On est en train de travailler là-dessus. Donc il y aura une version film qui existera, où ce sera complet, et ce sera différent en termes de rendu de ce qu'il y aura sur YouTube. Et on aimerait, je pense, un jour le sortir sur Internet, puisque... Enfin, c'est comme ça que je le perçois, mais c'est un film qui a été financé grâce à Internet, grâce aux gens qui nous regardent, grâce aux gens qui nous ont soutenus. Donc, pour moi, la moindre des choses, ce serait que les gens qui nous ont aidés puissent avoir accès à ce film-là lorsqu'il sortira, ouais. Et pour les cinémas, ce serait quel type de distribution que vous avez en tête? Est-ce que ce serait une ou deux séances uniques, ou est-ce que ce serait vraiment une distribution un peu plus large? Il y a déjà des réflexions de ce côté, ou pour l'instant vous laissez encore un peu maturer la chose? Pour l'instant, ce serait voir si on arrive à l'envoyer dans des festivals. Ouais. Donc, voilà, quand on dit ça. faire exister en salle, c'est surtout ça. Mais Ouais. après, effectivement, si jamais on arrive à le porter plus loin, on va essayer, ouais. Ouais, on en parlait justement avec Cyril de Nexus 6, qui ils sont justement en train de faire ça actuellement pour leur moyen métrage, d'avoir vraiment un visa d'exploitation. Il nous expliquait qu'il y avait plusieurs visas d'exploitation pour les films, et que potentiellement un 30 séances pour nous ce serait potentiellement le truc le plus intéressant, parce que c'est un visa d'exploitation où tu choisis quand est-ce que tu mets tes séances, et t'en as 30 à dispo, quoi. Ok, Donc, c'est un très beau projet.
Et l'avantage, ce serait aussi de proposer le film de façon décorrélée, avec une histoire qui se tient en elle-même. Et donc, du coup, s'il est proposé à un public de festival, ce sera potentiellement des spectateurs qui ne connaissent rien à Exitium à côté de ça, quoi. Exactement. Très En fait, nous, possiblement. on l'a pensé comme ça. On a pensé l'histoire de manière à se dire, si on n'a pas vu la saison 1, c'est pas grave. Genre, l'histoire, elle se tient toute seule. T'as pas besoin d'avoir tous les petits détails de ce qu'il y avait avant. Normalement, ça devrait se tenir tout seul. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a écrit dès le début. Même si c'est une saison 2. Oui. Ouais. Mais aussi parce que, entre guillemets, la publication des épisodes se suit un petit peu plus. Là où, effectivement, la saison 1, en tout cas, c'était mon expérience. Effectivement, quand on avait tourné les parties fiction pour la saison 2, quand j'étais présent en tant que figurant, j'avais pas conscience que la saison 1 existait. J'avais vu la plupart des chronos KO. Et c'est vrai qu'en retournant sur la chaîne, en regardant les playlists et l'ordre de publication des vidéos, j'ai fini par tomber dessus et me rendre compte qu'il y avait une continuité. Mais c'est vrai que lorsqu'on arrive sur la chaîne, c'était pas forcément évident de s'en rendre compte. Alors que là, au moins, il y a une vraie continuité qui est plus simple à suivre, même si effectivement, comme vous disiez, les parties de fiction sont à la fin, et il y a beaucoup de spectateurs qui viendront, par exemple, sur la vidéo de The Walking Dead, parce que ça parle à beaucoup de gens, et que vous avez fait un travail particulièrement exhaustif dessus. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y avait que, entre guillemets, deux formats sur la chaîne, mais en réalité vous êtes essayé à des critiques à chaud quelquefois, et vous avez aussi un petit concept qui n'a eu que 1 ou 2 épisodes, c'est Chaoscope. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Vas-y. Hein. Le Chaoscope, c'était un format qu'on avait essayé. C'était censé être le format super court, parce je crois qu'on avait déjà commencé à constater que les chronos prenaient du temps, et on s'est dit, c'est peut-être intéressant d'explorer une vidéo qui va parler d'un concept, mais pas forcément d'une œuvre en particulier. Et ça marchait pas du tout. Du coup, on s'est dit, allez, on a testé, on va on va laisser de côté. On avait parlé de l'intelligence artificielle et des cicatrices de méchants dans les films ou le jeu vidéo. Mais en vrai, ça a pas pris du tout. Les gens étaient pas spécialement intéressés. Je sais pas si c'est parce que la vidéo est trop courte, et du coup les gens, en regardant la vidéo, se disent mais ils vont pas traiter le sujet correctement, et du coup juste ils vont pas dessus. Mais le problème, c'est que vraiment ces vidéos, les gens n'allaient pas les regarder en fait. Et aujourd'hui encore, je crois que les Chaoscopes, ce sont celles qui ont le moins de vues. Et même avec le recul, je me dis, c'est peut-être pas forcément les vidéos avec lesquelles on a le plus développé. Et pourtant, je me souviens, sur l'IA, j'avais développé des gens qui travaillaient... Enfin, j'avais contacté des gens qui travaillaient dans le jeu vidéo, qui étaient donc des développeurs, des gens qui travaillent justement sur la conception d'IA aussi dans le jeu vidéo, et ils m'ont un peu validé du coup ce qui se passait dans la vidéo. Ils disaient ouais, effectivement, ça c'est correct et tout, là tu peux peut-être parler de ça, et du coup j'agrémentais en fonction, et même comme ça en fait, ça communique pas avec les gens. Donc très compliqué d'identifier ce qui allait pas avec ce format. Pour moi, c'était un peu un pétard mouillé. On a essayé un truc, mais bon, c'est comme tout, hein. Des fois, on s'essaye à des choses qu'on maîtrise pas forcément, et puis si ça prend pas, faut pas insister, quoi. Oui, c'était peut-être un peu trop différent par rapport à ce que le public attendait, parce que c'est vrai que ce genre de format court, ça a déjà fonctionné sur d'autres chaînes, ou alors parmi des créateurs justement qui étaient plus spécialisés là-dedans. Donc c'est peut-être un décalage au niveau de l'identité. Moi, en tout cas, c'est des vidéos que j'ai appréciées, donc c'est quand même voilà, c'est un pavé dans la mare. Je pense que c'est bien aussi d'essayer des choses différentes, parce que c'est vrai que parfois je me mets un peu à votre place, mais c'est vrai que faire des formats aussi longs, avec des semaines et des semaines de recherche, avec tout un tas d'étapes créatives, hein, que ce soit la recherche, l'écriture, l'enregistrement, le montage, et parfois effectivement du coup une partie fiction, etc. C'est extrêmement demandant. Enfin, moi c'est vrai que je suis assez impressionné à ce niveau-là de votre régularité, et que ce soit au niveau que ce soit qualitatif ou au niveau des sorties, quoi.
Bah merci, ça fait plaisir déjà. Ça fait plaisir, Et merci puis, beaucoup. Et puis il y a aussi la partie où il faut se dire on est deux. Tu vois. En fait, si on se compare à des gens qui font ça tout seuls, là tu vois, si on prend en exemple le Trooper, il fait tout seul. Tu vois. En ce moment, il sort pas trop de vidéos parce que il a pas forcément l'inspiration, il a pas forcément le temps ou quoi. Comme il est tout seul, il n'y a pas de vidéo. Du coup. C'est le truc. Là, on est deux, donc s'il y a une partie qui prend plus de temps, on peut essayer de s'organiser pour compenser d'un côté ou de l'autre, ou quoi, tu vois. Moi, je suis quand même très content qu'on puisse bosser à deux, parce que moi, je sais que j'ai des grosses pertes de motivation des fois. Je suis pas régulier comme mec. En plus, je suis vraiment. Moi, je bosse beaucoup à la. Comment dire, au coup de bol créatif, tu vois. J'ai une grosse page blanche souvent. Et du coup, c'est cool parce qu'il y a Jérôme qui va me dire mec, on a un truc là, bouge ton cul. Le script de ce mois-ci. Exactement. Et en fait, moi, j'ai totalement besoin de cette rigueur-là parce que ça me permet déjà de produire plus et ça me permet de rester régulier. Et comme ça permet aussi, du coup, à Jérôme de ne pas être sous l'eau constamment, quoi. Et puis, le truc, c'est qu'on se renvoie la balle. Je trouve que ça nous donne une certaine... ça nous donne non seulement une certaine régularité, mais aussi ça nous permet de donner un peu plus de valeur à notre script, parce qu'on a tous les deux, du coup, un point de vue. Et en fait, c'est toujours c'est une deuxième paire d'yeux, en fait. C'est une deuxième paire d'yeux qui permet de voir s'il y a des petits soucis ou des choses comme ça. Et le truc, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu écris un script tout seul, il y a toujours des moments où tu vas écrire n'importe quoi, tu vas partir dans un délire et tout ça. Qui que tu sois, surtout si si t'as pas l'habitude de te relire immédiatement, plusieurs fois, t'as toujours plein d'erreurs, de coquilles et tout ça dans ta vidéo. Et actuellement, même comme ça, on en a encore, tu vois. Mais ça nous dégage quand même plus de temps, et ça nous permet d'avoir, je trouve, un peu plus de rigueur sur la qualité de ce qu'on fait, quoi. Surtout que, comme on vous l'a dit plus tôt, on se connaît depuis super longtemps, et genre on n'a pas de filtre, en fait. Genre, s'il y a un truc qu'on n'aime pas, on dit ça dégage, ça c'est pas ouf, ça c'est très bien, ça m'a fait rire, ça c'est pas. Là je suis pas, voilà. Et du coup, on a trouvé notre rythme comme ça depuis un bon moment maintenant. Mais ça aide d'être à deux, vraiment. Ouais, C'est carrément. drôle parce que on en parlait tout à l'heure avec Nathan, et c'est vrai que je pense être en duo, c'est vrai que ça apporte un certain équilibre et une certaine motivation quand l'un des deux a des coups de mou. C'est vrai que nous, on le ressent sur la régularité, hein. C'est vrai que je pense que si on n'était pas tous les deux, on serait beaucoup moins régulier. Mais c'est drôle parce qu'en parlant de duo, c'est qui le féru d'histoire d'entre vous deux? Parce que vous aviez dédié une chronique du coup au siège de Sarajevo en 2 parties. Et si je dis pas de bêtises, c'est la seule fois où vous avez vraiment dédié un épisode à un événement historique en tant que tel. Ouais, je crois qu'on ne refera pas. Non. C'est venu comment cette idée de vraiment parler purement d'un fait vraiment réel et historique pour le coup? Ça remonte pas mal. Hein. Ouais, ça remonte. En fait, c'était mon idée, le script sur Sarajevo, mais je pense c'était peut-être pas une super bonne idée de le faire avec le recul. Parce que je crois qu'en plus, c'est moi qui me suis tapé la V0. J'en ai chié ma race. Ah, c'était recherches. compliqué. Ouais, parce que c'est ça, en fait, le vrai problème de Sarajevo, c'était les recherches, parce que, en fait, ça venait, comme beaucoup de vidéos qu'on fait, mais ça vient d'une curiosité. Je repensais à cette histoire, je sais plus par quel biais exactement, mais je me suis dit, putain, mais il y a quand même un événement assez fou. Ah oui, ça devait être ça, ça devait être This War of Mine. Ah, ça This devait War être of ça. Mine. Ouais, d'ailleurs, qu'on référence d'ailleurs dans la vidéo qu'on a fait sur Sarajevo. Et à un moment, je me suis demandé, mais c'est quand même fou parce que c'est très récemment, il y a eu une énorme guerre en Europe. Enfin, c'est très cocasse de dire ça maintenant, hein, mais il y a une énorme guerre en Europe. Et ça fait énormément de morts, ça fait énormément de victimes. C'était un événement qui était extrêmement brutal. La dernière fois que j'en ai entendu parler,
Ouais, c'est ça, c'était quand même très proche. Je veux dire, c'était dans les années 90, Sarajevo. Donc, comment ça se fait qu'un événement qui soit. On parle quand même d'épuration ethnique à côté de chez nous, quoi. Ouais. Et je me suis dit, comment un événement aussi important, finalement, on l'est oublié. Parce que finalement, des fois, je parlais de Sarajevo aux gens parce que je commençais à rentrer dans ce jus-là, je commençais à m'intéresser. Et les gens disaient, mais Sarajevo, c'était quoi ça exactement? Et les gens. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut oublier un événement aussi important? Et du coup, je commençais à faire mes recherches. Et le problème de Sarajevo, c'est qu'en fait, c'est un événement qui est extrêmement... c'est un peu con ce que je veux dire, mais politisé dans le sens où personne n'est d'accord sur l'issue qu'a eu cette guerre entre les Serbes et les Bosniaques. En fait, certains sont du côté des Serbes, d'autres du côté des Bosniaques. Et quoi qu'il arrive, en fait, ça s'est très mal fini. Enfin, comme beaucoup de guerres, ça s'est très mal fini. La façon dont après ils ont dispatché le territoire et tout, ça a été... un véritable merdier. Et le problème, c'est qu'il y a plein de journalistes, il y a plein d'historiens, en fait, qui prennent ou le parti des Serbes ou le parti des Bosniaques. Et du coup, c'est très difficile de démêler le tout et d'essayer d'être le plus objectif possible. C'est très compliqué. Et du coup, en essayant même pas forcément de prendre position, mais en réunissant un peu toutes les sources qu'on avait, on essayait de se caler sur là où on avait eu le plus de sources convergentes. Les gens nous accusaient de prendre parti contre les Serbes alors qu'on n'avait pas spécialement d'allégeance envers les Bosniaques ou les Serbes ou quoi que ce soit. C'était juste, on essayait de remettre un peu sur le sujet, justement, cet événement historique qui était extrêmement violent et surtout qui arrivait très proche de chez nous, quoi. Parce que, intéressé par les dystopies, je veux dire, la guerre fait quand même partie des instants où tu es dans un monde inhospitalier. Mais ça a généré tellement de controverses, cette vidéo, on s'en est pris tellement plein la gueule, mais pour plusieurs raisons. Déjà, on n'est pas forcément des très bons historiens, faut le dire. C'est pas forcément notre métier, c'est juste on était des intéressés par cet événement, et on a essayé de recouper avec des livres, avec des recherches sur Internet, avec des témoignages, pour essayer de reconstituer cette histoire. Mais le truc, c'est que les gens nous accusaient d'être mal renseignés, mais parce que, en fait, dépendant des sources, il y avait un parti pris, en fait. Et c'était très compliqué à faire comme vidéo. La seule fois où on s'est réessayé un tout petit peu à l'histoire, on n'en a pas parlé par le spectre de l'histoire, c'était sur Apocalypse Now. On a reparlé de la guerre du Vietnam, également un événement qui moi, m'inspire énormément pour des univers dystopiques. Parce que c'est pareil, une des guerres les plus brutales de l'histoire, je trouve. Et on avait également fait des recherches pour essayer d'expliquer quelle est en fait la genèse des films sur la guerre du Vietnam. Pourquoi est-ce que certains prennent parti pour les Américains? Pourquoi est-ce que d'autres essaient de dépeindre la triste réalité qu'était cette guerre? Et comment est-ce que le film Apocalypse Now se place du coup par rapport à la réalité historique de la brutalité et de la violence qu'il y avait sur place? Mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, on parle de l'histoire à travers le spectre des fictions et des films qu'on a, mais on fait plus de trucs historiques. Je crois que Sarajevo, ça nous a fait comprendre que c'était un domaine qu'on maîtrisait pas suffisamment. Bah, en fait, il y a aussi le truc de... On avait déjà pas la méthodologie qu'on a maintenant pour faire nos recherches. Et puis vraiment, c'est un événement qui est très mal documenté. Ou alors qui est documenté de manière très... très orientée. Et ça, c'était très compliqué. C'est-à-dire que même le rapport de l'ONU était pas... Il n'était pas clair du tout, quoi. Il n'était pas clair du tout. Ne serait-ce que pour recouper les sources et pour recouper les chiffres, genre les morts, le nombre de morts, ça variait, mais tellement. On se disait, mais attends, mais comment c'est possible que ce soit aussi flou alors que c'est aussi proche dans l'espace et dans le temps, en fait. Ça, c'était vraiment le plus frustrant. En tout cas, j'ai des souvenirs de péter des plombs devant mon PC parce que je comprenais pas comment, même sur Wikipédia, tu vois, bon, c'est Wikipédia, on en pense qu'on veut, mais tu cliques, tu suis un article Wikipédia qui parle d'un événement de manière un peu plus générale, tu cliques sur le lien qui parle de l'événement plus spécifique et tu n'as pas les mêmes données d'une page à une autre, alors qu'elle parle de la même chose. Et ça, c'était vraiment très très frustrant. Je me souviens qu'on en a pas mal chié. Et le truc, c'est qu'on n'avait pas forcément le réflexe d'aller vraiment contacter des spécialistes ou des choses comme ça. En tout cas, on se sentait pas forcément légitime d'aller contacter ces gens-là. Tout ce qu'on voulait, nous, c'était parler d'un sujet
qui nous intéressaient et qu'on considérait qui n'étaient pas assez traités dans l'actualité ou en tout cas dans notre génération, quoi, qui a pourtant grandi avec ça. Et le truc, c'est si on doit le faire, autant essayer de le faire le mieux possible, donc avec les sources qu'on avait à disposition. Et voilà, très difficile donc, mais c'est pour ça je pense qu'on ne réessayera pas, je pense, l'exercice, ou en tout cas pas dans un avenir proche. Mais je pense que pour répondre à ta question, on est tous les deux, je pense, férus d'histoire, pas forcément les mêmes périodes potentiellement, mais on est tous les deux très très passionnés d'histoire, je pense. Une œuvre comme Akira, ça pourrait être intéressant pour une chronique? Oh là là, mais tellement. Ça Tellement. fait un moment qu'on l'évoque. Hein. Ouais. Mais j'adore Akira. Je trouve que c'est une des œuvres les plus. Genre, c'est dingue. En fait, même quand tu passes du manga au film, c'est incroyable, Akira. Et aussi, ce que j'aime bien dans ce récit, c'est que contrairement à beaucoup de mangas, enfin, je vous donne juste un point de vue de gars qui est pas non plus un énorme lecteur, mais j'ai l'impression que beaucoup de mangas en fait savent pas vraiment où s'arrêter ni quand s'arrêter, et du coup en fait ça continue tant qu'il y a un mangaka en fait qui continue de se faire souffrir pour essayer d'avoir son salaire et faire des histoires. J'ai l'impression que ça se passe un peu malheureusement comme ça d'habitude, et que du coup j'ai cette sensation des fois que ça va de nulle part, alors que Akira tu vois clairement Katsuhiro Otomo, tu vois clairement en fait qu'il sait où va son histoire et il la raconte avec un tel sentiment de complétion lorsque tu lis Akira. Et même quand tu vois le film, tu te dis, il raconte pas. Comment dire, c'est vraiment une pure adaptation de cinéma en fait, ce qu'il a fait dessus. Et c'était tellement une claque en termes d'animation, parce que c'est sorti, il y a tellement de choses intéressantes à dire sur l'univers de Akira. J'adorais en parler, mais c'est un très gros morceau aussi. C'est un très gros morceau, il y a énormément de choses à dire sur cette œuvre. Ouais. Et surtout que c'est un peu complexe parce qu'on n'est pas tous les deux très fans de manga, de manière générale, d'animation japonaise ou de manga. On est tous les deux assez éloignés de ce pan de la culture. Et pas par... Enfin, il y a vraiment... En plus, c'est pas volontairement. Hein. Je sais pas pour toi, mais moi, j'essaye régulièrement de tenter des mangas ou de l'animation japonaise. J'ai beaucoup de mal. Moi, le dernier en date, ça a été Berserk, le manga. J'aime bien l'univers, mais la narration manga, j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire d'entendre les pensées des gens, enfin que les personnages expliquent le récit, me fassent des torrents de comment dire, des torrents d'exposition comme ça en dialogue. Je peux pas en fait, je peux vraiment pas. Les persos, les ennemis qui expliquent leurs faiblesses à leurs ennemis. Je comprends pas, en fait. C'est des choses comme ça. J'ai beaucoup de mal. Et je comprends que c'est juste parce que je suis pas la cible. Mais du coup, en tout cas, personnellement, ça me repousse pas mal dans l'animation japonaise ou dans le manga. Même si je sais que ce sont pas les mêmes médiums. Il y a des similitudes dans la narration et dans la façon de storyteller, quoi. Je sais pas si c'est pour les mêmes raisons, toi, mais je sais que on a à peu près la même le même, comment dire, les mêmes ouais, c'est vrai qu'on se rejoint pas mal en limites, termes quoi. de goût, ouais. Mais je suis assez d'accord, genre les battles de regard introspectifs, c'est ce que je me disais. Alors, je regardais vite fait Naruto quand j'étais au collège, mais je me disais, en fait, tu retires tous les moments où ils parlent en voix off dans leur tête et les bastons de regard, en fait, les épisodes durent 10 minutes finalement. C'est un peu la sensation que j'avais. Donc, mais par contre, Akira, je pense que c'est une exception. Voilà, juste c'est une exception. Mais il y en a plusieurs. Vraiment... Ouais. Il y en a plusieurs comme ça, hein. Mais c'est vrai que les grandes œuvres d'animation japonaise ou manga utilisent ces mécaniques narratives, quoi, qui sont un peu compliquées pour peut-être. En tout cas, c'est peut-être personnel, hein, mais je trouve que quand on a l'habitude d'un storytelling un peu occidental, ça peut rebuter, quoi.
Ouais, c'est Pas, ça, on n'est d'ailleurs, pas du c'est tout en pas- train de dire que c'est mal, hein, c'est juste pas notre truc, donc on est très peu Ouais. intéressé Non, mais par c'est. les Mais- œuvres japonaises en On général. réessaye. On réessaye régulièrement, si jamais. Oui, c'est vrai que dans certains mangas actuels, moi, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'avait un peu repoussé à force, que ce soit manga ou adaptation animée, qui est pas mal de clichés qui se répètent. Et effectivement, je sais que justement, c'est un peu cliché d'aller là-dedans, mais moi, ce qui m'a donné envie de retourner vers le manga, c'est plus de lire des œuvres un peu plus anciennes qui n'avaient pas forcément qui tombaient pas forcément dans les mêmes codes répétitifs et entre guillemets plus matures. Mais bon, c'est clair qu'il doit y avoir oui une question de sensibilité par rapport à ce média-là, quoi. Je vais remettre un petit peu de contexte, mais effectivement, nous devions à la base enregistrer en février, juste après la sortie du film d'Anthony Pazona, en tout cas monté et supervisé, donc les Lettres de l'Angoisse 2, qu'on a interviewé du coup début février, juste après la diffusion sur YouTube, sur notre chaîne. Et c'est vrai que dans les débats autour de la qualité des segments, le vôtre est beaucoup revenu comme étant un des plus réussis, un des plus convaincants. Donc, il me semble que c'est la lettre Q, quarantaine. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette expérience sur les Lettres de l'Angoisse 2? Bah déjà merci, c'est très gentil. Merci Si beaucoup. c'est ce qui est revenu, ça fait plaisir. Ah oui, je vous Je pensais confirme. pas qu'il y avait une telle réception. Pareil. Bah vas-y, je vais te laisser un peu raconter comment ça s'est passé. Ça vient d'une idée un peu simple, mais qui n'était pas du tout la première. Lorsque Anthony Pazona avait fait les premières lettres de l'angoisse que j'avais regardées, je me suis dit, waouh, c'est vraiment très très cool. J'aime l'idée que Anthony Pazona ait réussi à fédérer des créateurs du web pour faire son projet d'anthologie avec vraiment des vidéos qui sont faites par des vidéastes, en fait, des passionnés de ce qui se passe sur le web. Et lorsqu'il nous avait invités pour participer en fait à la deuxième session, on était super contents. Et on avait commencé à réfléchir à des idées, mais complètement irréalisables, genre des idées, mais complètement loufoques, parce que en plus, on était en train de commencer notre fiction de la saison 2. Donc, je sais pas, on s'est senti laisser pousser des ailes. Et vas-y, on va créer une quarantaine avec des camions qui transportent des malades et machin. Genre, on a commencé à créer un truc, c'était 1984. Des trucs fous, hein. Mais et après, on a créé un truc aussi qui se passait dans des backrooms. Et on voulait pranker Anthony en lui envoyant genre un truc enregistré sur une cassette parce qu'on sait qu'il déteste les found footage. Genre, on avait pensé à plein de trucs complètement fous. Et sur la fin, en fait, on commençait à se rapprocher de l'échéance et on s'est dit, mais on n'a toujours rien fait. On s'est plus concentré sur justement la réelle de la saison 2 qui nous a pris donc pas mal de temps en plus de nos emplois. Là, il est temps de faire un truc, mais ce qu'on a sur le papier, c'est irréalisable. On revoit le truc et on fait un film d'horreur dans des toilettes, en fait. On fait un film d'horreur dans des toilettes. C'est un peu ça, mais ça vient d'une angoisse que j'ai personnellement. C'est complètement irrationnel, mais dites-moi si ça vous arrive aussi. Des fois, vous êtes dans un lieu public, vous allez dans les toilettes, et personnellement, je me sens un peu vulnérable. Et je sais pas pourquoi j'ai cette pensée des fois, je me dis, imagine, c'est l'apocalypse dehors, tu te retrouves enfermé dans des chiottes publiques. Genre, imagine, tu te retrouves enfermé dans des chiottes qui sont pas les tiennes, que tu connais pas, genre, et tu te retrouves dans une situation, une position de vulnérabilité absolue, en fait, genre, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, avec Lauriane, on a commencé à écrire un pitch comme ça, qui à la base était très inspiré de la vidéo qu'on a faite sur I Have No Mouth, donc qui était très orientée science-fiction à la base, où le personnage de
de Laura, c'est la comédienne qui interprète le personnage qui n'a pas de nom dans la fiction, mais la comédienne s'appelle Laura. Du coup, on l'a appelée elle Laura. se retrouve. C'est ça, on va l'appeler Laura. Elle, Non, mais je te le dis, on l'a appelée on Laura. l'a appelée Laura. À un mais moment, oui, à un c'est moment vrai. donné, je lui dis, oui, on l'appelle Laura directement. Mais oui, c'est vrai, Mais bon, c'est vrai, tant on qu'à l'appelle Laura. Et où j'en étais? Du coup, tu disais Pardon. qu'on Oui. est avec ce personnage qui est À la base, elle était censée se retrouver piégée dans une matrice. On a remanié le scénario et c'est là que Logan est arrivé avec la proposition de faire de ça une allégorie de la maladie. Ouais. En fait, au début, effectivement, c'est vrai qu'on avait, on avait des ambitions de taré où on se disait, vas-y, il faut qu'on ait des extérieurs et tout ça. Il y a quand même quelques trucs qu'on a gardés parce qu'on voulait quand même que ça reste un truc qui se passe dans un appart, en partie. Et que le personnage soit bloqué dans son appart et tout ça pendant une épidémie ou un truc dans le genre. D'où quarantaine. Et du coup, il y avait cette histoire. D'ailleurs, le truc qu'on a gardé finalement de ça, c'est l'histoire de la poignée. De quand tu te brûles la main en touchant la poignée. Il y avait un truc comme ça. Du coup, au début, on était sur un truc d'épidémie. Puis après, on est passé sur cette idée que tu as proposée avec l'espèce de personnage qui est coincé dans les toilettes. Donc, c'est encore plus petit que l'appartement. Et qui finalement n'est pas vraiment dans des toilettes, mais dans une matrice. En tout cas dans un monde virtuel où les humains sont torturés. Et le truc, c'est que finalement, on l'a un tout petit peu remanié pour en faire quelque chose de plus allégorique, effectivement. Et on est arrivé à ce petit court-métrage qui parle de même un peu plus que ça, que de cette allégorie de la maladie, plus de l'épidémie, comment dire, quand tu te transformes en zombie. Moi, ce que j'avais en tête, perso, en écrivant ça, c'est très niche et très spécifique, mais c'est un passage qu'il y a dans le bouquin de Halo 1, les Floods, il s'appelle, où en fait, on voit un des personnages qu'on voit dans le jeu d'ailleurs, qui s'appelle le soldat Jenkins, qui se fait infecter par un parasite. Mais le parasite est tellement vieux, tellement ancien, que du coup, la transformation prend énormément de temps et le personnage devient donc passager de son propre corps. Donc il est à moitié conscient de ce qui se passe et il se voit faire des choses horribles, mais il est plus tout à fait contrôlé par lui. Et du coup, il y a une espèce de combat entre lui et le parasite. Mais tout ça se passe quasiment que dans sa tête. Et c'est un peu l'allégorie qu'il y avait derrière ce personnage de Laura, qui est en fait en train de se battre contre la maladie, mais dans sa tête. Elle est déjà infectée, c'est-à-dire elle est déjà infectée. Et le truc, c'est que cette salle de bain, finalement, c'est le dernier endroit où elle est en sécurité, où son système immunitaire la protège. Donc c'est les parois de cette salle de bain qui sont son dernier rempart et qui s'effritent avec le temps. Donc on voit l'espèce de la pourriture qui grossit dans le coin de la pièce. C'est ça, en fait, c'est la maladie qui commence à l'emporter. Quand elle se brûle la main sur la poignée de la porte, c'est qu'en fait, c'est son système immunitaire qui lui dit non, ouvre pas parce que c'est à l'extérieur, ça te fait mal. Des fois, ton système immunitaire, il te défend en étant plutôt brutal. C'était un peu cette idée-là. Et l'idée, c'était qu'en même temps, on pouvait parler de pas mal d'autres choses, des crises d'angoisse quand on est à l'extérieur dans des soirées avec plein de monde. Personnellement, moi, je connais bien. Et puis aussi simplement des gros lourds, quoi, des gros lourds. En l'occurrence, que j'interprète. Du coup, on a pu un peu traiter tous ces trucs-là dans très peu, quoi. Là, je vous fais un peu le déroulé de tout ce qu'on a voulu raconter, mais c'est en tout cas l'idée qu'on a donnée. Il y a plein de petits détails qu'on a essayé de donner partout, mais l'idée, c'était quand même de rester assez libre à l'interprétation, quoi. Ouais, en effet, c'est assez poussé effectivement comme allégorie. Tu parlais du côté de cette agoraphobie, de cette peur de la foule et du mal-être en soirée. Il y a eu effectivement un des meilleurs courts-métrages des premières lettres d'angoisse qui traitait de ce sujet-là. Mais c'est vrai que cet aspect huis clos avec cette interprétation autour de la maladie, pour le coup, c'est quelque chose d'assez original et surtout qui n'est pas forcément
qui est pas forcément perceptible au premier visionnage, mais simplement l'atmosphère qui grouille de cette maladie, en tout cas de cette infestation qui grouille et le côté assez agressif de la personne derrière la porte suffit en fait je trouve à créer du mal-être autant en fait qui passe à travers justement le jeu de la comédienne qui a été beaucoup salué. Donc clairement là on est sur un film d'angoisse littéralement, hein, comme le titre le suggère. Donc c'est un de ceux, je trouve, qui respectait le mieux la thématique. Mais très honnêtement, je me doutais que en voyant votre nom au générique, que ça allait être plutôt intéressant, quoi. Ah, merci. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. On est plutôt content du résultat. C'était un bel exercice en tout cas. C'était un bel exercice et puis vraiment tout le monde, je trouve, a brillé là-dedans. Donc c'est cool. C'est très très cool. On avait pensé avec Gillian à une dernière question qui concernait justement l'après études audiovisuelles. En fait, nous, on est dans un cadre similaire au vôtre, puisqu'on sort d'études d'audiovisuel, mais c'est assez difficile, très honnêtement, de faire le pas vers la vie professionnelle. Est-ce que vous auriez des conseils ou des pistes qui peuvent permettre justement à des jeunes diplômés de progresser dans cet univers-là de l'audiovisuel? Alors, moi j'en ai quelques-uns. Je pense que Jérôme en aura d'autres parce qu'on n'a pas les mêmes parcours. Moi j'ai eu pas mal de chance, mais en fait j'ai pas mis beaucoup de temps à trouver du taf. J'ai trouvé rapidement en fait dans le serious game, donc dans le jeu vidéo. Ce qui marche pas mal, je trouve, c'est de créer des choses. C'est vraiment de créer des choses, même si t'as pas beaucoup d'argent. Tout le monde dit ça, mais pour le coup, ne serait-ce que pour rentrer dans l'école dans laquelle j'ai été, c'est grâce à ce qu'on avait fait avec Jérôme que j'ai pu rentrer. Parce que j'avais déjà du court-métrage, j'avais déjà créé des choses. Parce que c'était pas avec mon dossier scolaire que je passais, hein. Vraiment pas, hein. Nulle part d'ailleurs. D'ailleurs, j'avais même postulé à une autre école, c'était l'ESSEC, je crois. J'avais postulé à une autre école et ils m'ont dit non, votre dossier ça va pas, on va pas pouvoir vous reprendre. Enfin, on va pas pouvoir vous prendre, désolé, machin. Et j'ai fait d'accord, et du coup, vous avez vu mes vidéos, mon petit DVD que j'avais mis et tout ça. Ils m'ont dit non, on n'a pas vu. Je fais c'est dans le dossier. Mince, on n'avait pas vu, machin, mince, désolé. On va regarder et tout ça. Mais sinon, c'était genre, ils me prenaient pas. Entre-temps, j'ai le CLCF qui m'a appelé, qui m'a dit écoutez, nous on vous prend, on a vu, c'était cool et tout ça, vous êtes pris en gros. Et une semaine encore après, je reçois l'appel de l'autre école qui me dit on a vu, en fait, c'est vachement cool, vous voulez venir ou pas? Non, en fait, du coup, mon enfoiré. Le mec a paumé mon CD en plus. Super. Ouais, je te jure. Parce que oui, j'avais dû le renvoyer du coup, puisqu'il l'avait carrément paumé. Mais du coup, si je peux vous filer un conseil, c'est d'avoir des choses à montrer, parce que c'est tout de suite plus, comment dire, ça montre que tu as une volonté de créer, tu as un regard sur la création, tu vois. La théorie, le problème, c'est que quand tu es face à plein d'autres gens, sur le dossier, sur la théorie, en fait, tout se vaut plus ou moins, quoi. Sur la pratique, en fait, comme tu es sur un métier de la création, c'est quand même bien de montrer un regard, de montrer, même si c'est ultra amateur et tout ça, hein, c'est pas du tout un problème en vérité. C'est bien d'avoir des choses à montrer, et moi je sais que c'est ce qui m'a aussi permis de trouver mon premier stage. C'était de montrer que j'avais déjà créé des choses, des courts-métrages, des choses comme ça, quoi. Voilà. Et toi, Jérôme? D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que je rejoins pas mal Logan là-dessus. C'est vrai que si tu veux te faire une place dans le métier de l'audiovisuel, c'est un métier de créatif en fait. Donc, tu vois, un peintre, tu vas pas lui demander alors dans quelle école est-ce que tu allais. Non, tu vas regarder ses tableaux en fait. C'est sur ça en fait que tu vas le juger. Donc, ouais, le meilleur départ que tu puisses avoir lorsque tu es technicien, artiste, lorsque tu es créatif,
c'est d'avoir des projets sur lesquels tu as travaillé, donc être très intéressé par les projets des autres. Par exemple, avant de rentrer en école de cinéma, j'allais tout le temps m'intéresser à hey, machin, et toi tu fais un truc, est-ce que je peux venir même juste pour regarder, tu vois? Je file un coup de main pour porter des lumières et des cartons, et du coup, en fait, je voyais comment ça se passait sur les tournages. D'autres personnes, des fois je faisais de la figuration, des trucs comme ça. Tu vois comment bossent les autres, tu parles avec les équipes, tu apprends plus sur leur métier, participer au projet des autres, c'est déjà extrêmement instructif. Donc, lorsque les gens te demandent de l'aide, aide-les, parce que tu sais pas quand est-ce que toi tu vas avoir besoin d'eux le jour où ce sera toi qui auras un projet. Et effectivement, aussi essayer d'être soi-même créatif, hein. Essayer d'avoir ses propres projets, d'essayer de créer des choses, parce que si juste tu attends que les choses se passent et que les opportunités se présentent, si tu sais pas les identifier quand les gens viennent te demander de l'aide, bah tu peux passer à côté. Mais si tu ne te bottes pas les fesses au bout d'un moment pour créer ce que tu as envie de voir, même si c'est un peu brouillon, bah les choses vont pas forcément avancer et tu n'auras rien à montrer après pour dire hey, regarde, ça c'est moi qui l'ai fait, j'en suis très fier. C'est vrai qu'avoir ce départ-là, ça aide. Après, il y a des conseils classiques, hein, les contacts et tout. Ça aide énormément, rester curieux sur les compétences, toujours apprendre des nouvelles choses. Mais je pense, en vrai, j'ai eu un peu les 3 statuts qui existent en audiovisuel. J'ai été intermittent du spectacle, j'ai été auto-entrepreneur, j'ai été même salarié dans l'audiovisuel. J'ai testé un peu tout. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours en fait dans ces trucs-là. Ça dépend juste de la mentalité de chacun. Comme par exemple ceux qui veulent se faire un parcours beaucoup plus sécurisé, le salariat c'est mieux. Ceux qui veulent se faire un parcours où ils veulent faire évoluer des compétences, travailler avec des gens, peut-être même avoir une équipe, l'entrepreneuriat c'est mieux pour faire évoluer une compagnie. Et pour ceux qui veulent simplement participer à des projets où il va s'agir de création pure mais des besoins beaucoup plus ponctuels, à ce moment-là ouais il y a l'intermittence du spectacle et là ça dépend vraiment de la personnalité de chacun quoi. Mais ouais, vraiment essayer d'avoir un véritable mordant pour le créatif, aider les autres quand ils en ont besoin, et puis surtout pas hésiter à les appeler lorsque on a des idées de projet, quoi. Bien sûr. Après, je dirais même, il faut pas non plus, faut pas voir ça non plus comme, il faut faire attention à pas se dévaloriser non plus. C'est-à-dire que le fait d'aider des gens gratuitement et tout ça, attention aussi. Il faut aussi réussir à discerner. Ah oui. Ouais. Ce qui va être de l'exploitation. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont les moyens qui vont essayer de vous faire bosser gratuitement. Et ça, faut s'en éloigner. Ça peut être tentant et tout ça. Faut faire attention parce que même si vous débutez dans le métier et tout ça, faut pas tout accepter. Faut pas tout accepter parce que du coup, à partir du moment où vous allez demander de l'argent pour quelque chose que vous avez fait gratuitement, on va vous dire pourquoi tu l'as fait gratuitement avant. Attention à ça. Mais pour autant, pour des petits projets, des trucs entre potes et tout ça, faut pas hésiter à le faire en fait. Ce sera de la merde, hein. Ce sera de la merde, c'est ok. Et on a fait tous de la merde pour commencer. Mais en fait, t'es obligé de te planter plein de fois, de faire des trucs pas ouf pour te dire ok, là, merde, il faudra qu'on fasse ça la prochaine fois. Et aujourd'hui, on continue de le faire tout le temps, tu vois. On continue de se dire merde, c'est pas terrible. La prochaine fois, il faudra qu'on pense à ça. Et on continue d'oublier hein, d'ailleurs. Mais on essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Mais pour ça, t'es obligé de faire face à la réalité de la création, que ce soit de l'écriture, du tournage, du montage. T'es obligé d'être face à cette réalité-là. Et même si c'est fait dans la galère, ça se fait en fait. Ça se fait surtout même si c'est avec un téléphone, franchement, des trucs comme ça. Honnêtement, chacune de nos générations a eu des moyens pour créer des choses. Aujourd'hui, le problème, c'est je dirais peut-être la charge, le nombre de gens qui sont sur le marché, je dirais. Mais le truc, c'est qu'on a tout autant de moyens de créer maintenant. Là, c'est plus, il faut t'exercer, même si t'as pas forcément un œil tout de suite, un regard sur quelque chose que tu as envie de faire. Le fait d'expérimenter et de faire des choses, ça va l'aiguiser. Ça va aiguiser ce regard-là et ça va te donner une direction, ça va te donner des envies, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Moi, j'avais une petite... T'as encore des questions? Moi, j'en ai une petite dernière. Ouais, vas-y. Je voulais parler un peu de l'état actuel du post-apo et du chaos. Est-ce que vous y retrouvez toujours encore? Est-ce qu'il y a des sorties récentes qui vous maintiennent à flot là-dessus? Ou est-ce qu'il y a un peu de lassitude ces derniers temps sur ces sujets-là?
Que ce soit film, série, bouquin. Moi, ça me fait peur parce que c'est de plus en plus proche, en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, surtout, là, en ce moment. Non, des intérêts, pas du tout, en ce qui me concerne. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, on ne se cantonne pas qu'à ça, en fait. On a vraiment plein de sources de création qu'on aime et qui ne sont pas nécessairement dans du post-apo. Et on ne s'est pas cantonné qu'à ça sur la chaîne. Donc, non, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même des super créations en post-apo. En ce moment, je ne sais pas si j'aurais des œuvres ultra récentes qui m'ont marqué. Là, c'est vrai que ce qui va forcément faire beaucoup parler, ça va être la série The Last of Us, je pense, qui va forcément être pas mal dans l'actualité. Je considère pas que ce soit forcément majeur pour moi, mais je pense que en termes de post-apo, c'est bien que ça existe, parce que pour les gens qui n'ont pas fait le jeu et tout ça, c'est cool. Sinon, là, comme ça, je sais pas. Je pense pas que ça s'essouffle, en tout cas. Au contraire, même d'ailleurs. Je trouve que ça devient de plus en plus abordable. C'est ça, et j'ai le sentiment aussi que ça se renforce beaucoup. Faut dire qu'on a été gâtés en post-apo dernièrement. On a eu le droit à la saga de la planète des singes, qui, en vrai, pour un reboot, je trouve que c'est plus qualitatif que ce qu'on a eu sur les films classiques. Genre, vraiment, on a été gâtés par les films. Ouais, ils sont très très bons. Matt Reeves et tout. On a la saga Mad Max, on va bientôt avoir la saga de 28, enfin la suite de 28 semaines plus tard. En jeu vidéo, bon, c'est pas vraiment du post-apo, mais Stalker 2, on a quand même toute l'esthétique dans son jeu. Effectivement, avec la suite de The Last of Us qui va bientôt sortir, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent dans le post-apo. Et je trouve que les gens continuent en fait d'avoir cet intérêt pour ce que ça représente en fait en tant que dystopie en fait. Ça permet vraiment d'imaginer un monde en fait sans les codes qu'on a actuellement, mais quand même avec le savoir de ce monde dans lequel on vit actuellement. Et je pense que les gens continuent de se projeter à travers ça et continuent de proposer en fait des nouveaux univers là-dedans. Donc en vrai, ouais, j'ai pas l'impression que ce soit un genre qui s'essouffle et que c'est un genre qui devient peut-être tristement de plus en plus pertinent. Non, ouais, vraiment, on a des très belles œuvres qui sortent dans le domaine post-apo. Ah, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est effectivement, t'as raison, en fait. Ça devient carrément plus accessible, en fait, même le post-apo, je trouve. Ça parle à de plus en plus de gens. Là où c'était très niche à une époque, où le post-apo, c'était Mad Max. Voilà. C'est toujours. Bah oui, mais c'est plus que Mad Max. Aujourd'hui, c'est vrai que quand en fait, tu as maintenant des catégories presque de post-apo, quoi. Tu passes. Enfin, comment dire. Tu ne mets pas Mad Max dans la même catégorie que Stalker, déjà. Non, Stalker, maintenant, c'est son propre truc, quoi. C'est son propre post-apo qui n'a rien à voir. On n'est plus dans du post-apo déjanté, on est dans un post-apo dépressif, comme ils savent très bien le faire en Europe de l'Est. Et maintenant, tu as plein d'entre-deux. Tu as le post-apo maintenant un peu à l'occidental. C'est vrai que des choses comme The Last of Us, où je suis une légende, c'est très à l'occidental. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que en fait, le post-apo, faut pas oublier que c'est surtout, ça parle de nous sans les barrières sociétales, sans nos barrières sociales qu'on a actuellement, en fait. Et donc, c'est pour ça que ça se renouvelle continuellement, parce qu'il y a énormément de choses qui nous angoissent et que le post-apo permet d'aborder. Je pense que je peux faire écho à la thèse d'Apolline, qui, à mon avis, doit être très intéressante, qu'on n'a toujours pas lu, du coup, mais qui est Apolline Christakis, qui est une comédienne avec qui on a travaillé, mais qui est, mine de rien... elle est docteur en post-apo. Docteur, c'est ça, en fait. Elle est docteur en post-apo. Elle est docteur en post-apocalypse. Elle a fait une thèse sur le post-apocalypse et il nous tarde de la lire, mais du coup, elle nous a beaucoup aidé. Elle a beaucoup travaillé avec nous, justement, sur ces thématiques. Et justement, c'est comme ça qu'elle traite qu'elle traite le post-apo. C'est comment est-ce que le post-apo parle de nous, finalement, en tant que société, en tant que civilisation et tout ça. Donc oui, je pense que le post-apo est toujours très très à la mode et je pense pas que ça va s'essouffler de sitôt.
C'est vrai que ce qui est intéressant avec ce genre, c'est qu'il s'ancre toujours dans la période. Enfin, il reprend des éléments de sa période historique, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans des périodes un peu troubles, donc il y a toujours des œuvres qui vont venir agrémenter ou piquer des éléments pour raconter des choses. Donc je suis assez d'accord. Je suis d'accord là-dessus. J'allais dire un peu comme l'horreur qui vraiment est très symptomatique de ces époques, des angoisses de chaque époque. Je trouve que le post-apo l'est encore plus, tu vois. Représente encore plus des angoisses généralisées. Là où l'horreur représente des angoisses très personnelles, très individuelles, et qui évoluent justement avec les époques. Le post-apo est vraiment très symptomatique des peurs d'une culture, d'une civilisation de manière générale. Ok. Bah, sur ce, je pense que nous allons conclure notre interview. Je vous remercie d'être venu. Je fais juste un dernier point d'actualité. Alors, si je ne me trompe pas, les deux premières parties fiction de la deuxième saison des Chroniques du Chaos sont sorties. Donc, vous disiez tout à l'heure que l'épisode sur Doctor Who était un petit peu décoré, mais malgré sa partie fiction à l'intérieur. Et donc, du coup, vous prévoyez une diffusion de la suite sur encore probablement une année à peu près. C'est ça, ouais. Peut-être un peu plus. Hein. C'est ça. Ouais, ça va. C'est ça. Donc voilà, à l'heure actuelle, vous pouvez découvrir déjà les premiers épisodes qui sont sortis et évidemment vous attendre à la suite des parties de fiction si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a captivé. Je vous remercie une dernière fois d'être venu présenter un petit peu votre parcours sur le podcast. Et on se retrouve également une prochaine fois en votre compagnie pour parler d'un film ensemble, un film qui vous a marqué, évidemment proche de la thématique de votre chaîne. Sur ce, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux habituellement. Nous, on sort comme d'habitude un épisode toutes les 3 semaines. Et bien sûr, nos réseaux sociaux sont là pour accompagner les sorties. On vous dit à la prochaine pour le podcast. Un petit mot de la fin ? Prenez vos pilules d'iode, préparez des briquets et des bougies et surtout prenez soin de vos proches, chers survivants. Très bien dit. Voilà pour mon mot de la fin. Et ben à la prochaine alors. À la prochaine. Ciao. À bientôt. Salut. Bye. Salut.